Histoire de Péran. Une série de podcasts sur le camp de Péran. À Plédran, Bretagne, France. Épisode Les objets du camp de Péran. Visite des réserves du musée de Saint-Brieuc. Lors des fouilles archéologiques effectuées dans les années 80, certains objets ont été trouvés. Gilbert Repars, habitant de la commune de Plédran, se souvient de certains objets. Une épée, un chaudron, des pierres. Oui, il y avait eu un musée à l'ancienne mairie. Je ne sais pas maintenant où sont stockés ces objets-là. Ces objets se trouvent maintenant dans les réserves du musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc. Hervé, responsable de la médiathèque de Plédran. Il y a quelques mois, en fait, il y a une enseignante de l'école des Coteaux sur Plédran qui voulait faire découvrir à sa classe le musée de Saint-Brieuc. Parce qu'elle s'était dit que sans doute qu'il y avait un certain nombre d'enfants qui n'y avaient jamais été. Et d'ailleurs, c'était le cas puisqu'il y a même un certain nombre d'enfants qui ne savaient pas qu'il y avait un musée à Saint-Brieuc. Et quand elle s'est rapprochée du musée, on lui a donné l'information qu'il y avait des objets dans les réserves qui avaient été trouvés lors des fouilles du camp de Péran. Et en fait, il se trouve que moi, je connais les personnels du musée de Saint-Brieuc, dont l'une des personnes m'a contacté pour me dire il y a une école de la commune qui vient et on va leur montrer les objets du camp de Péran. Et de là est venue l'idée de faire une journée, deux d'ailleurs, on a fait 2 journées pour rajouter à la visite du musée. On a fait une visite du camp de Péran et on a montré les expositions sur le camp de Péran à la classe. Et la semaine d'après, ils se sont déplacés pour voir les objets trouvés pendant les visites. Ah oui, donc au final, il y a eu certes le musée, mais un côté un peu plus local aussi, avec le rapport entre la ville et le musée directement. Voilà, et là, je pense que comme les enfants découvraient, pour certains, l'existence du musée, pour la plupart, rentraient pour la première fois dans un musée, je pense que j'ai pas fait le sondage, on pourrait peut-être le faire, mais je pense que la plupart des enfants ont sans doute aussi découvert le camp de Péran à cette occasion. Ils avaient quel âge à peu près? Ou quelle classe? C'était des CE1, CE2, il me semble. Allons nous aussi découvrir ces objets. Direction Saint-Brieuc, où on rencontre Nicolas Poulain, chargé des collections au musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc. Ma fonction est de gérer l'ensemble des collections, celles qui sont exposées, celles qui ne sont pas exposées. La collection du musée de Saint-Brieuc, c'est 18 000 pièces, donc qui vont en effet des objets, des fouilles archéologiques du camp de Péran, jusqu'à des collections beaucoup plus récentes. Actuellement, on travaille sur une exposition sur la grève du juin français, donc on est plutôt aux alentours des années 1970. Donc 18 000 pièces, il y en a une partie qui sont montrées dans le parcours permanent du musée. Et il y en a une grande partie, une majeure partie, qui sont conservées dans les réserves du musée. Donc des collections photographiques, collections d'art graphique, collections tableaux, collections textiles, mobilier. Voilà, donc c'est une collection riche, variée, et qui permet de dessiner l'histoire de notre territoire dans ce qu'on appelle un musée de société, donc qui, dont la mission est de conserver et d'interroger systématiquement notre rapport à l'histoire et notre rapport au territoire, en tout cas d'être un lieu de débat sur la manière dont on construit l'histoire. La visite. On est parti, donc on va descendre ensemble dans les réserves du musée. Alors ce sont les anciennes réserves du musée. On a maintenant des nouvelles réserves qui sont à l'extérieur du musée. Nous n'avons pas encore amené les collections du camp de Péran dans ces nouvelles réserves. Il y a qui dans ces nouvelles réserves? Il y a l'ensemble des collections du musée qui ne sont pas exposées. Donc un musée, on prend l'ascenseur, donc on se dirige vers le sous-sol. Donc c'est un accès réservé
Voilà, j'ai déjà désactivé l'alarme, mais donc c'est une section qui est sous alarme. Un musée, c'est une collection avant tout. La collection du musée de Saint-Brieuc, je laisse la porte s'ouvrir. Voilà. Donc on arrive dans les réserves. Donc en effet, la spécificité d'une réserve, c'est que c'est un endroit qui n'est absolument pas adapté pour accueillir du public. Donc les objets ne sont pas rangés pour qu'ils puissent être vus et compris. Ils sont rangés par famille, par matériaux, par typologie. Rangés dans des boîtes pour être préservés du temps, de la poussière, de l'humidité, des insectes, des moisissures, de tout ce qui peut leur nuire en tout cas. Et donc non, c'est un endroit qui n'est pas accessible au public. Donc on s'avance, on va s'approcher de la réserve dans laquelle sont les collections de Perran. Donc ce qu'on entend là, une espèce de ronronnement de fond, c'est le traitement de l'air. Donc pour que des objets soient bien conservés, on a des normes sur le climat, donc notamment sur l'humidité. Et donc là on entend des déshumidificateurs. Alors les collections du camp de Perran sont dans des caisses en plastique spécial sur des étagères dans nos réserves. Et en fait j'ai oublié le petit chariot pour ramener les caisses. On va remonter chercher le chariot. Puis du coup on pourra ouvrir les caisses dans la salle où on est installé. On est reparti au sous-sol. Donc en fait le sous-sol était peu adapté à conserver des objets de musée. On a eu notamment des soucis sur les collections en bois, matériaux organiques qui ont nécessité un traitement. Du coup c'est pour ça qu'on a une nouvelle réserve vers laquelle on emmène les objets petit à petit. Donc en fait ça, c'est un espace qu'on est en train de vider. Alors, voilà, je prends les 4 boîtes dans lesquelles il y a les collections du camp de Perran. Est-ce qu'il n'y a que 4 boîtes ou il y a d'autres choses? Alors il y a d'autres choses. Les 4 boîtes, c'est essentiellement les collections qui ont fait l'objet d'un traitement de restauration, qui sont des collections qu'on traite de manière muséale. Et après il y a tout l'ensemble du matériel de fouilles qui a été retrouvé sur les premières fouilles qui ont été faites. Et du coup qui n'ont pas un traitement muséal, c'est-à-dire que c'est considéré comme du matériel de fouille qui reste en caisse, qui est disponible pour des études, mais du coup qui n'est pas suivi avec la même finesse et la même précision que les objets en métal qui ont été restaurés. Alors la petite boîte avec le denier Dior, qui a vraiment un conditionnement spécifique pour cette petite pièce. On a les anciennes caisses qui sont là, donc qui sont en polystyrène, en plastique, donc ça on a tout refait et puis je vais vous décrire derrière la manière dont on a refait ça. Et donc ils ont des voisins en fait dans cette réserve. Oui, donc là c'était une réserve donc qu'on vide petit à petit. Une partie de notre travail c'est de tout mettre dans des caisses, de répertorier ça de manière informatique, autant que faire se peut, prendre des photos des objets, les diffuser sur internet. Et donc là on est dans une réserve dans laquelle il y a toutes les collections de navigation maritime, voilà, donc juste sur l'étagère du dessus on a un log, donc ce qui sert à mesurer la vitesse des bateaux, une caisse de marine, une ancre, des compas de navigation, une coulevrine qui est un petit canon de bateau. Et en regard de ça, on a quelques outils et une partie du fond de sculpture pour les sculptures qui rentrent sur des étagères. Là, en l'occurrence, ici, on a tout ce qui est matériaux mixtes, y compris métal. Voilà, sachant que tout ce qui est bois et matériaux organiques a déjà fait l'objet d'un traitement anti-insectes xylophages et donc a déjà été évacué vers la nouvelle réserve. Donc c'est pour ça que là il nous reste essentiellement ce qui est en métal. Alors on est parti. On remonte dans l'espace de consultation. L'un des rôles du musée.
La première remarque qu'on peut faire sur ces objets, c'est que déjà, ils n'appartiennent pas au musée. Donc ils appartiennent au service régional de l'archéologie, le SRA. Et ils sont en dépôt au musée. Alors, ils sont en dépôt au musée parce que les fouilles ont eu lieu sur le territoire du musée. Donc le musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc est un musée de société qui s'intéresse à l'histoire du département des Côtes du Nord quand il a été fondé, des Côtes d'Armor par la suite. Et donc on a un certain nombre de dépôts sur des collections qui ont trait à l'histoire de notre territoire. Donc ça, on va retrouver des grandes institutions, donc Service régional de l'archéologie dépose des choses au musée, le DRASM pour la partie recherche archéologique sous-marine. Voilà, mais après on va avoir des grandes institutions comme le musée du Louvre ou le musée d'Orsay, pour des tableaux qui ont des rapports avec l'histoire des Côtes d'Armor, du coup déposent des collections ici, quoi. Donc ces collections, elles ne nous appartiennent pas et on en a la charge, alors on en a la charge notamment matérielle. Donc cette charge matérielle, ça va être de conserver les collections dans les meilleures conditions qui soient et qui visent donc leur pérennité dans le temps. C'est la fonction principale du musée, d'avoir une collection et d'assurer cette pérennité-là comme ensemble qui nous appartient à tous collectivement. Donc, on peut dire le mot de collection comme bien commun. Et on travaille sur ces notions de conservation, on travaille sur des grandes échelles de temps. Donc le musée de Saint-Brieuc est créé à la suite de la Révolution française et des saisies révolutionnaires. Donc là, on est sur une première échelle de temps qui est de l'ordre de un peu plus de 2 siècles. Et les collections du comte Perran sont les collections les plus anciennes du musée, 9e, 10e siècle. Et donc, du coup, cette mission de conservation des collections, elle s'inscrit dans ces échelles de temps-là. Et ça, c'est important, parce que finalement, on a tout ce qui est support matériel de l'histoire. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir, on va le développer là, mais l'archéologie, c'est des recherches, l'histoire de manière générale, c'est des sciences et des recherches dont les connaissances sont en perpétuelle évolution, et finalement d'avoir cet accès aux ressources matérielles, c'est ce qui permet en fait de revenir sur les choses, d'approfondir les connaissances, de revoir ce qu'on a déjà posé sur la table, et du coup c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est le support d'une histoire qui est tout le temps quelque chose en travail ou qui est tout le temps quelque chose à l'œuvre. Sur cette présentation un peu large du musée, on peut commencer à ouvrir quelques boîtes et à regarder ce que sont ces collections. On a un traitement muséal, donc on a des listes d'objets, donc là, qui sont répertoriés informatiquement. Donc là, si je prends rapidement notre listing informatique, on a denier d'York, étrier avec boucle de suspension, fer de hache, fer à cheval, imbeau, ou paire de cartes, chaudron, pointe de lance, épée, pointe damassée, encore un carde. Le chaudron n'est pas là. Je n'ai pas pris le chaudron. Le chaudron est dans une caisse, il est difficilement manipulable, il est très fragile, il mériterait d'être consolidé à certains endroits. Donc là, pour aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas le sortir. Après, le chaudron, c'est ce qu'on arrive peut-être à imaginer le plus facilement. Et il me semble qu'à Plédran, du coup, c'est une copie qui est. C'est une reconstitution. Et c'est très bien de pouvoir avoir des reconstitutions, des objets qui permettent de se représenter, de s'imaginer. Donc typiquement, les originaux ne sont pas à la médiathèque de Plédran parce que du coup, on revient sur le fait d'être sur des objets, des vrais objets, des objets originaux, des objets témoins de l'histoire. Du coup, on a un certain nombre de contraintes, qui sont des contraintes de préservation et de conservation. La médiathèque de Plédran ne réunit pas l'ensemble des conditions et de sécurité physique, donc éventuellement de vol, et de climat aussi, pour la bonne conservation des objets. Donc c'est pour ça qu'on procède à des copies, ce qui permet aux gens en effet de se représenter ce que sont les choses, avec toujours la possibilité de venir consulter les objets au musée. Ça, du coup, c'est une des missions du musée, de répondre chaque fois que c'est possible, au public comme aux chercheurs, de répondre positivement pour un accès aux collections. Vous allez pouvoir découvrir les objets à travers différentes caisses ou boîtes. 4 identiques, plutôt grandes,
une plus petite, d'un format que je vais qualifier boîte à chaussures, et une toute petite en plastique transparent. Je vous propose de commencer par la caisse où il y a les armes. Voilà, donc je prends une caisse de format 60 par 40 à peu près, elle est en plastique gris, ça s'appelle du polypropylène. On a une étiquette sur le devant qui nous permet de savoir ce qu'il y a dans la boîte. Chaque objet est numéroté avec un numéro de fouille et puis un numéro qui est propre au musée. Donc là, en l'occurrence, dans la boîte, on va trouver les objets D 2019.1.7, D 2019.1.12, D 2019.1.11. J'enlève le couvercle de la boîte. Donc on va tomber sur un conditionnement fait avec une mousse blanche. Donc on se retrouve avec deux fers de lance et un fragment de lance à ailette. Donc il y a 2 étages dans cette boîte. J'enlève l'étage et donc dans l'étage du dessous, on voit l'épée qui a été retrouvée donc, sur les fouilles du camp de Perran. Épée qui est en plusieurs morceaux, donc là aussi on retombe sur la différence entre une logique de conservation et une logique de présentation au public. Là, on a tous les petits bouts qui sont mis les uns à côté des autres, qui permettent pas de comprendre que c'est une épée, mais du coup, ce qui nous permet de la faire rentrer dans une seule et même boîte. Si on présentait l'épée dans une vitrine, en fait, on lui redonnerait sa forme, on remettrait les bouts en place les uns à la suite des autres, pour qu'on comprenne mieux l'objet. On est toujours dans cette double logique, d'un côté du public et de l'autre de la conservation. Et donc les exigences pour ces 2 cas, la présentation au public et la conservation, sont pas les mêmes. Et donc là c'est bien ce qu'on découvre ensemble, là c'est cette logique de conservation. C'est des objets qui sont en métal donc ? Objets en métal qui sont retrouvés, donc là aussi il faut s'imaginer ce que c'est une fouille. Hein. Donc une fouille, on part sur un terrain qui est ouvert aux 4 vents, c'est des conditions d'extérieur. Hein. Et il se trouve que dans ces conditions qui sont extrêmes pour les matériaux, c'est-à-dire que tout est fait pour que les matériaux se dégradent, on va retrouver certains objets qui, parce que recouverts, parce qu'il s'est passé quelque chose, fait qu'ils vont pouvoir traverser le temps alors qu'enfouis dans la terre. Les collections en métal, par exemple, hein, donc vraiment le principal risque, ça va être l'oxydation, la rouille. Et donc à partir du moment où on les trouve, et à partir du moment où on les met à l'air, donc à partir du moment où ils sont découverts en termes archéologiques, il y a un risque d'autodestruction par le simple fait de les avoir découverts et de les mettre à l'air. Dans cette partie qui est un traitement muséal, les objets métalliques en fait, ont suivi un traitement dès leur sortie de terre, qui fait que le métal va être stabilisé et donc n'aura plus de risque de rouille et d'oxydation. C'est pas un vernis, c'est un traitement chimique et du coup ça fait partie donc quand j'évoque qu'on travaille sur des échelles de temps longues, ça va être aussi la mission du musée d'exercer cette surveillance-là. C'est-à-dire de venir consulter régulièrement les objets et de voir que cette stabilité n'est pas remise en cause. C'est le soin qu'on apporte, nous, aux objets en continu et sur l'ensemble des collections du musée. En tout cas, là, ils sont très bien, parfaits, dans leur petite mousse qui est toute bien découpée juste à leur taille. Donc, en effet, pour le fait d'être bien emballé avec des mousses adaptées à leur forme, ça va jouer un rôle important dans la conservation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les manipuler facilement, on va pouvoir les consulter facilement, et chaque fois qu'on les regarde, on va réduire au maximum le risque de casse pendant les manipulations des objets. Donc en musée, on dit on fait attention au climat, mais le principal risque pour les objets, c'est quand même l'homme et les différentes manipulations. Donc voilà, donc là on s'assure de ça. Donc voilà pour cette première caisse. Voilà donc une deuxième boîte avec un fond en mousse et donc du coup dans cette boîte on va trouver, je reprends mon listing d'objets. Alors il y en a un qu'on arrive à identifier facilement, c'est l'étrier, mais pour le reste... Donc
donc l'étrier, en effet, en haut à gauche, on a l'étrier avec sa plateforme rectangulaire. La deuxième série d'objets, donc pour certains qui sont agglomérés, donc ce sont des cardes. Donc c'est une espèce de base métallique avec un ensemble de piquants, une petite forêt de piquants les uns à côté des autres. Donc il y en a 3. Et donc qui servaient à la production textile, donc pour traiter les fibres de laine ou de chanvre par exemple. Donc c'est comme un gros peigne en fait. Exactement, c'est un gros peigne. Et donc le dernier, c'est un fer de hache. C'est un fer de hache, donc témoignage du travail du bois. On peut revenir sur l'aspect du métal, qui est donc on voit que l'oxydation a fait son travail. Il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de stries, il manque des bouts. Ça c'est une partie de la matière qui a disparu. Pour autant, si on a ces petites lacunes, on reconnaît la forme générale de l'objet. Et ce qui nous manque, mais on revient aussi là sur la réalité de ce qu'est l'archéologie. Donc si c'est un fer de hache, il faudrait qu'il y ait un manche qui serait l'ensemble de l'objet. Et donc ça, c'est le bois qui n'a pas passé le temps. On pourrait imaginer, par exemple, sur une présentation publique, de réintégrer ou de faire des suppositions sur la forme du manche en bois, ce qui permettrait de comprendre de manière beaucoup plus rapide la fonction de l'objet. Voilà, là j'ai pas d'étage supplémentaire dans cette boîte. Troisième boîte. Au total, il y a 4 boîtes identiques et 2 autres qui sont assez particulières. Normalement, on reste encore dans la thématique des chevaux avec au moins un des objets. J'ai l'impression. Peut-être que je me trompe. Alors, du coup, je reprends les références, donc entre le listing et les numéros qui sont marqués et sur la caisse et sur les objets. Notamment dans cette caisse, on a un fer à cheval qui est mentionné dans les premières études sur le mobilier du camp de Péran. Le fer à cheval permet dans les textes qui sont écrits d'analyse. Un fer à cheval, donc ça c'est le témoignage que il y avait l'utilisation du cheval. Et donc ce fer à cheval, en l'occurrence, est de petite taille. Donc ce qui indique qu'il y avait une utilisation des chevaux de petite taille. On est aussi sur la pratique de l'archéologie, donc c'est-à-dire que on a des blancs, c'est-à-dire qu'on a juste un fer à cheval, donc on n'a pas d'écrit sur le camp, et donc derrière on émet un certain nombre d'hypothèses sur ce qu'était la vie des personnes ici présentes, et que ces hypothèses vont s'entrechoquer, s'entrecroiser les unes les autres, et vont permettre de dessiner ce qu'était l'histoire. Il se trouve que sur l'histoire du camp de Péran, sur les premières fouilles, il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été émises. Ces hypothèses sur camp viking, camp pas viking sont confrontées, la connaissance avance et on est encore sur un certain nombre de point d'interrogation. En tout cas, les objets seuls ne permettent pas d'avoir réponse à l'ensemble des questionnements sur l'origine du camp, les mélanges possibles qu'il y a pu y avoir de différentes cultures. Donc voilà, donc tout ça du coup est le travail au long cours que permet la conservation des objets, donc de recoupement avec d'autres collections, avec d'autres découvertes. Donc on est sur une histoire qui continue à s'écrire. Les objets suivants... On dirait un autre outil, celui qui est tout en haut, puisqu'on dirait qu'il y a aussi un manche qui a disparu. Ah, tout à fait, voilà, donc on est sur l'utilisation agricole, donc c'est une houe, a priori d'un modèle, on va dire continental, donc qui n'est pas forcément viking. Et alors du coup, les 2 autres objets qu'on a dans cette boîte, je cherche rapidement, pointe de lance décorée. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a des sortes de stries, enfin vraiment un manche un peu plus travaillé que les autres. Voilà, donc l'essentiel de la pointe a disparu, et donc on a juste la partie qui s'emmanche sur le bois, qui en effet avec des stries régulières sur l'ensemble de la circonférence,
Et 2 petites ailettes, là aussi, dont on devine qu'elles étaient sûrement plus grandes, qui donnent l'idée d'un objet soigné, travaillé, décoré. Et donc là aussi, du coup, on pourrait faire un travail d'imagination ou de projection, en tout cas, pour reconstituer l'ensemble de l'objet. Mais ça, du coup, on laisse aux archéologues qui viennent au musée le soin de cette projection. Quatrième et dernière grande boîte. Alors là, je vais prendre une boîte qui a un contenu un petit peu plus spécifique. Là, je ne devine pas du tout ce que ça peut être. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est sur un contenu un petit peu plus spécifique dans le sens où le contenu est déjà beaucoup moins lisible. Donc on est plus proche de ce qu'on trouve directement quand on fait des fouilles. Pour décrire, grossièrement, on a deux espèces de demi-cercles emboîtés l'un dans l'autre de petits bouts qui sont remis ensemble pour arriver à cette forme-là, donc qui correspond à la manière dont on a trouvé tous ces petits éléments directement pendant les fouilles. Donc ça ressemble à un M. Voilà, un M arrondi qui est assez oxydé. On voit cette pulvérulence du matériau, sa fragilité. Et donc ça, les archéologues font l'analyse que ce sont 2 fers de bêche. Mais en effet, on est bien sur des objets qui sont difficiles à lire. Et là aussi, si on voulait les présenter au public, il faudrait avoir un certain nombre d'artifices qui font qu'on arrive à resituer ces objets, leur utilisation. Et donc si je soulève cette partie avec les fers de bêche, on arrive dans le dessous de la caisse, sur un ensemble de sachets qui contiennent de la céramique, alors qu'on fait l'objet d'une étude moins avancée que les collections en métal. Elles ont été plus ou moins regroupées, donc c'est-à-dire que c'est des ensembles de fragments qui peut-être vont ensemble. Là-dessus, il y a encore des études et des recherches à mener pour voir si on peut reconstituer des pots, éventuellement combler les lacunes pour qu'on puisse se faire une idée plus précise. Donc voilà, donc il y a un premier travail qui a été fait là-dessus, mais qui mérite bien entendu d'être poursuivi pour continuer à avancer sur les connaissances qu'on a. C'est des travaux à venir et qui sont à mener. La présentation de ces fragments, donc ils sont en sachet en plastique avec une étiquette, souvent un numéro qui permet de savoir exactement là où on les a retrouvés et qui permet de tracer leur découverte pendant la fouille. On n'est absolument pas sur un traitement muséal, donc là c'est des sachets en plastique avec des fragments qui sont à disposition pour des consultations qui relèvent de la recherche, mais c'est des choses qui ne sont pas présentables au public et qui de toute façon ne sont pas lisibles. Ce sont comme juste quelques pièces d'un énorme puzzle qui n'a pas été fait. Les voyages des objets du camp de Péran. Donc quand j'évoque les présentations au public, donc on a évoqué là tous ces outils, ces armes, ce qui permet de travailler le sol, le bois, tous ces objets qui sont extrêmement lisibles pour ce qui s'est passé sur la vie du camp de Péran. Donc ces objets sont régulièrement sollicités pour des expositions dans d'autres institutions. Et donc les collections du camp de Péran sont des collections qui sont sollicitées assez fréquemment. Et donc dans la liste des expositions qui ont eu lieu ces dernières années, donc on a les Vikings dans l'Empire franc au musée des Beaux-Arts de Valenciennes en 2014. Le denier Dior qui a été exposé au Chronographe à côté de Nantes pour une exposition qui est intitulée Namsborg des Vikings à Nantes. Une autre exposition où on va croiser donc un lieu dans l'histoire viking en Bretagne, un lieu important qui est l'abbaye de Landévennec, donc qui a réalisé une exposition qui s'appelait La Bretagne au temps des rois, donc qui avait sollicité une partie de ses collections du camp de Péran. Et donc une exposition
à venir en 2023 au musée de Rouen. Le titre n'est pas encore déterminé, mais ça sera pour cette année. Donc c'est quand même des pièces qui sortent sur demande pour quelques expositions. Elles sont sollicitées, voilà. Alors exposer les collections, c'est toujours une chance. Alors première chose, c'est nous en tant que musée, en tant que gestionnaire d'un bien commun historique, on est toujours très content que les collections soient vues par le public. Et une exposition, c'est toujours l'occasion d'une avancée de la connaissance. Donc c'est-à-dire que c'est des œuvres qui sont confrontées à d'autres collections, à d'autres recherches. C'est souvent l'occasion de la publication d'un catalogue. Et donc en fait, chaque exposition est une avancée dans la connaissance. Et ça c'est important, parce que du coup, l'histoire, toujours cette idée que l'histoire continue de s'écrire et qu'on avance de plus en plus dans la connaissance de ces objets. Les 2 boîtes qu'il nous reste à découvrir sont la toute petite boîte en plastique transparent et la caisse format boîte à chaussures. Commençons par la plus petite. On peut regarder aussi du coup le denier d'York, donc qui est une des pièces quand même qui permet un certain nombre d'analyses sur le camp de Peyran. On a une petite boîte de 10 cm par 8 cm, une petite boîte en plastique dans laquelle il y a une mousse. Dans cette petite boîte, il y a une deuxième petite boîte qui, elle, va faire 5 cm par 3 cm. Cette petite boîte a un couvercle transparent. Il y a une mousse noire dans cette petite boîte pour revenir faire un petit logement de quasiment 1 cm par 1 cm. Et donc dans laquelle on va avoir le denier d'York que je ne vais pas sortir de la boîte parce que la manipulation est compliquée et puis que j'ai pas une paire de gants pour ne pas toucher le métal avec mes doigts. On voit juste une face avec un petit film en plus qui permet de caler le denier dans cette boîte. C'est la boîte en fait dans laquelle il est transporté quand on le prête pour d'autres expositions. On a ces différentes boîtes qu'on va venir mettre encore dans une grosse boîte pour pouvoir le transporter sans risque. En complément, dans la boîte, on a une toute petite pochette, petit sachet cristal, ou avec un petit bout de la pièce qui s'est détaché, et donc voilà, qu'on conserve avec, qui n'est pas essentiel à la lecture et à la compréhension de la pièce, mais qu'on garde si besoin d'analyse de matériaux, si la question de la réintégration se pose un jour ou l'autre. Voilà. Pour l'instant, c'est une toute petite miette. Ouais. Il y a même une cale toute petite entre les 2 boîtes. On voit quand même qu'elle est frappée et qu'il y a quand même pas mal de détails dessus. On arrive bien à la lire. Alors, j'ai pas... On a une loupe spéciale pour la lecture des petites pièces comme ça, voilà, qui nous permettrait de voir plus en avant les petits détails. Donc elle reste lacunaire, elle était en 2 ou 3 parties. Donc elle a été, les 2 ou 3 parties ont été reconstituées. Je remets la petite mousse qui cache le denier. Je remets le couvercle de la boîte. L'élastique ? Donc ce n'est pas un élastique, c'est une petite bande de Tyvek. Donc le Tyvek, c'est un des matériaux dédiés à la conservation des pièces de musée. Donc voilà, l'ensemble de la boîte est fait avec des matériaux. Donc on a du polyéthylène, du Tyvek et du plastazote. Donc c'est des matériaux qui sont vraiment spécifiques à la conservation des objets de musée. Hop, et je remets le couvercle et la boîte rejoint ces autres boîtes. La dernière boîte en carton, pareil, c'est des collections qui, comme les fers de bêche, sont moins lisibles. C'est des éléments de suspension du chaudron. C'est des éléments qui ont été empruntés donc pour une exposition Les Vikings dans l'Empire franc à Valenciennes. Donc on les retrouve commentés, notamment dans le catalogue de l'exposition.
Donc voilà, c'est bien des fragments de chaudron et d'anse découverts sur le camp de Péran, à Plédran. On voit, ils ont été retrouvés, il me semble, à proximité du chaudron à fond plat, qui est conservé également au musée. Donc on voit des fragments de métal agglomérés, sur lesquels on reconnaît grossièrement une anse ou une boucle. Bon, voilà, là aussi, le travail des archéologues est essentiel pour retrouver ou retracer quelle a été l'utilisation, la fonction de ces bouts de métal. C'est un travail d'analyse et de connaissance de ce type d'objet pour arriver à retrouver des utilisations. Je remets la protection en papier de soie sur les objets métalliques. Je referme le couvercle et les objets vont pouvoir retourner dans leur réserve.